Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire criminelle de 2011, l'affaire Anne Caudal, le nom de la jeune victime âgée de 28 ans. Elle disparaît un jour d'été 2 juillet de l'année 2011 dans la région de Rennes. Mais je ne vais pas vous en dire trop, même si cette affaire que je vais vous raconter ressemble de très près à l'affaire de Jean-Claude Roman. Rappelez-vous, c'était l'histoire d'un homme qui mentait et qui était prisonnier de son propre mensonge jusqu'à tuer sa famille. Je me suis donc appuyé sur le récit, comme vous le savez, de Christophe Ondelat sur Europe 1 que vous retrouvez tous les jours entre 14h et 15h dans Ondelat raconte. Mais revenons à nos moutons. Nous voilà le 10 juillet 2011 à 9h du matin. Un homme se présente à la gendarmerie de Bruz dans la région de Rennes, dans le Morbihan. Il se prénomme Christophe Piédoux, c'est le compagnon de la femme disparue. Il les appelle par rapport à sa compagne, Anne Caudal, 28 ans, qui a donc disparu. Il dit s'être absenté quelques instants et une fois rentrée à leur domicile, elle avait disparu, elle s'était volatilisée. Voilà 48 heures qu'il n'a plus de nouvelles de cette dernière. Il dit également aux enquêteurs qu'il est d'autant plus inquiet qu'elle est tout juste enceinte de presque 4 mois. Il a dit essayer de vouloir l'appeler, de lui envoyer des messages sur son téléphone portable, en vain. Elle ne répond plus, silence radio. Si elle n'était pas enceinte, on aurait pu croire à une simple fugue ou même à un suicide. Cela arrive parfois, mais d'après son compagnon, Anne allait très bien, elle était en pleine forme, elle avait la joie de vivre. Il pense tout de suite au pire et qu'elle lui est arrivé quelque chose de grave. Alors les gendarmes vont directement à leur domicile, qui se situe dans le centre de Bruz. Mais rien à dire, l'appartement est propre, la vaisselle est faite, aucun indice qui pourrait laisser penser à une bagarre ou à une dispute, pas de traces de lutte donc, ni d'objets cassés, mais chose louche, c'est que son sac à main a disparu. Étrange. Donc les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. Ils sonnent aux portes, chose courante lors de disparitions soudaines. Mais malheureusement, c'est un échec car en plein mois de juillet, les gens sont partis en vacances, les pieds en éventail. Alors ils décident de laisser un mot dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble avec ces quelques mots suivants. Si vous avez vu ou entendu quelque chose d'anormal, merci de prendre contact avec la gendarmerie de Rennes. Vous noterez tout de même que les gendarmes ont tout de suite pris cette affaire de disparition au sérieux. D'ailleurs, tout de suite après, ils élargissent les recherches en augmentant leur périmètre donc de recherche. Ils vont voir les commerçants. Alors quand les gendarmes leur demandent s'ils connaissent cette jeune femme qui a disparu, ils répondent que non. Dans chaque enseigne, c'est toujours la même chose. Ils laissent une photo de la jeune femme disparue avec le numéro de la gendarmerie pour pouvoir les contacter s'ils trouvent quelque chose ou s'ils savent quelque chose. Ils vont à Ploërmel dans le Morbihan. C'est là-bas qu'Anne travaille en tant que fleuriste dans une jardinerie et eux non plus n'ont aucune nouvelle. Et si elle avait fait une fugue, même enceinte, sauf que voilà, elle n'a pas pu partir en voiture puisque sa voiture est toujours garée en bas de chez elle. Ou elle a dû partir en car ou alors par le train. Les gendarmes vérifient toutes ces informations auprès des compagnies de cars et de gares, mais aucune réservation au nom d'Anne Caudal. Mais les gens qui la connaissent ne la voient pas fuguer, ça ne tient pas debout, elle était toute heureuse, elle ne parlait que de son bébé, quelque chose lui est arrivé et de grave. Et le père d'Anne, lui aussi qui est très inquiet, il fait les 100 pas sans savoir vraiment quoi faire. Les gendarmes pourraient envoyer bouler les gens, mais non, ils le prennent très au sérieux car normalement c'est ce qui arrive. L'enquête est prise au sérieux et change de main. Maintenant ce sont les gendarmes de la section de recherche de Rennes qui prennent l'enquête en main et le changement de plan et de méthode. Voilà 5 jours que la jeune femme a disparu. Les gendarmes font venir un hélicoptère, des plongeurs, des chiens renifleurs et plus de 70 hommes de main pour ratisser tout le périmètre. Ils fouillent les rivières, les chemins, les étangs, les points d'eau et ils font bosser les chiens pour trouver une éventuelle piste. Mais ils ne trouvent rien. Retour au point mort.
Je vous le dis, dès le premier jour de sa disparition, les enquêteurs sont sur le coup et ils ont pris cette affaire très au sérieux. Mais les proches d'Anne, pour faire bouger les choses, trouvent des indices, bref, pour trouver la jeune femme, décident de mobiliser la presse. Nous sommes en plein été et si ça se trouve, les journalistes n'ont rien d'autre à foutre que de les aider. Et c'est pas faux. Un matin d'été, le père d'Anne est sur Europe 1 justement. Il dit qu'il est complètement perdu, qu'il est au fond du trou. La mère aussi parle aux journalistes. Elle dit qu'elle ne pensait pas qu'un jour cela pouvait leur arriver à eux, que c'est un cauchemar. On n'a pas l'impression de vivre. On attend. C'est ça le plus dur. Le compagnon d'Anne, qui s'appelle Christophe Piédoux, est mobilisé lui aussi. Tous les journalistes mobilisés sur cette affaire le trouvent louche. Il en fait beaucoup trop. Lorsqu'il vous donne une interview, il vous fixe du regard pour convaincre de ses paroles. C'est trop, c'est beaucoup trop. Alors, c'est donc pour ça qu'ils se disent qu'il n'est pas net du tout. Et pile au moment où les gendarmes font exactement le même chemin, un soir, exactement à 8 jours après la disparition de la jeune femme, il se planque en bas de son immeuble, il le surveille. Voilà le surprenant manège auquel les gendarmes assistent. Une voiture arrive, puis elle s'arrête juste devant la résidence, au volant une blonde. À ce moment-là, Christophe sort et ouvre la portière du passager. Il rentre, il referme la porte et devinez quoi ? Vous avez raison, il l'embrasse longtemps la blonde, sur la bouche en plus, et très longtemps. Quelques minutes plus tard, il ressort de la voiture, remonte chez lui, elle gare la voiture et elle le rejoint en haut, chez lui, dans son immeuble. Les gendarmes la revoient repartir que le lendemain matin. Le compagnon d'Anne Caudal, la disparue, a donc une maîtresse. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il a assassiné Anne, ça veut plutôt dire qu'il la trompe. Mais pour passer la nuit avec cette femme blonde, justement, il fallait qu'il soit sûr et certain qu'Anne ne rentrerait pas chez elle au même moment que la blonde. Ben oui, c'est logique. Et les gendarmes ont relevé la plaque d'immatriculation pour faire des recherches. Ils n'ont pas de mal à retrouver son identité. C'est drôle, comme par hasard, elle est fleuriste, elle aussi, et comme Anne. Alors, les gendarmes la font venir au commissariat de toute urgence et quand les gendarmes lui demandent la relation qu'elle entretient avec Christophe Piédoux, elle va tout droit au but. Elle dit qu'ils sont amants et qu'ils s'aiment. Elle reconnaît également être allée chez lui récemment et le pire c'est que le soir où les gendarmes l'ont vu rentrer chez Anne et Christophe, c'était les 28 ans d'Anne. Anne, c'est la disparue, vous l'aurez compris. Le bonhomme, non seulement il voit une autre femme, et en plus il s'en va en l'air avec une semaine après la disparition d'Anne, sa compagne qui était enceinte. Cela ne fait pas de lui un coupable, mais ça fait de lui un suspect numéro 1. Mais c'en est rien quand les enquêteurs découvrent peu de temps après qu'il est marié depuis 10 ans. Sa femme s'appelle Sophie et elle a 41 ans. Ils ont 2 enfants. Mais quand je vous dis qu'ils sont mariés, c'est qu'ils vivent ensemble. Il a donc une double vie, j'avais envie de vous dire une triple vie même. Le gars est entendu à la gendarmerie. Il est le suspect numéro 1 dans cette affaire, ainsi que la blondasse qu'il a embrassée le soir, et également sa femme Sophie. Imaginez, elle découvre sa double vie et que son autre femme est enceinte, comment réagirait-elle ? Alors, elle l'élimine. Sophie, la femme de Christophe, est convoquée par les gendarmes de Rennes. Les gendarmes lui balancent qu'il avait une relation avec Anne. Et elle leur dit qu'elle était au courant. Cela l'a beaucoup affectée, mais dans le fond, tout ce qu'elle voulait, c'est que Christophe ne l'abandonne pas avec les gamins, alors elle accepte la situation. Et quand les gendarmes lui demandent où elle était le soir du 8 juillet, le jour de la disparition de la jeune femme, elle dit aux enquêteurs qu'elle se trouvait chez elle avec les enfants et avec Christophe. Et le lendemain, où était-elle ? Eh bien, ils sont allés tous ensemble à Rennes faire des courses. Les enquêteurs décident d'interroger maintenant Christophe, pas de garde à vue pour l'instant. Où était-il le 8 juillet au soir ? Il dit, comme sa femme, qu'ils étaient tous ensemble chez eux ce soir-là. Et le 9 juillet, idem, il dit la même chose que Sophie. Il dit avoir pris la place
Hoche à Rennes, sauf que ce jour-là, cette rue était bloquée. Coca-Cola fêtait ses 125 ans. C'était donc impossible de pouvoir se déplacer là-bas et donc sa femme et lui mentent et bingo sur les caméras de vidéosurveillance. Eh bien, il ne les voit pas. Il n'était donc pas à Rennes ce jour-là. C'est impossible. Mais pourquoi ment-il? Qu'ont-ils donc à se reprocher? Rappelez-vous, je vous avais dit que les voisins de l'immeuble étaient partis en vacances. Ils rentrent de vacances et retrouvent le petit mot des gendarmes dans leur boîte aux lettres. Ça tombe bien puisqu'ils ont des choses à raconter. Un des voisins raconte que dans la nuit du 7 au 8 juillet, vers 2h du matin, il a entendu une dispute suivie de cris d'une femme et puis pour finir, un bruit sourd, un peu comme une chute. Une dispute qui aurait mal éclaté. Un deuxième témoin dit aux enquêteurs à peu près la même chose, un scénario tout à fait semblable. Donc c'est maintenant sûr, Anne Caudal s'est disputée puis bagarrée avec quelqu'un et le bruit sourd pourrait correspondre à sa chute au sol. Elle aurait donc été tuée chez elle dans la nuit du 7 au 8 juillet vers 2h du matin. Maintenant il faudrait savoir par qui. Là pour le moment les portes restent ouvertes. Elle aurait été tuée par Christophe, son compagnon, par Sophie ou les deux à la fois. Et ça tombe bien puisqu'un témoignage est capital. Un couple vient de raconter à la gendarmerie que dans la nuit du 9 juillet, le lendemain donc de la nuit de dispute, ils se promènent dans le lac de la Saulnière, non loin du domicile d'Anne, et là ils entendent comme un craquement dans le sous-bois, et ils voient dans le pénombre une femme s'éloigner, exactement la couleur de cheveux que la femme disparue, une brune. Alors ils décident de la suivre, ils la voient rejoindre un homme au crâne dégarni, la brune monte dans une voiture de couleur rouge, et l'homme reste seul. Et ce n'est pas tout. Dans un taillis au fond d'un trou, il tombe sur un gros colis ficelé dans un drap 1,70 m de long et 50 cm de large. Ils avaient un parapluie cette nuit-là puisqu'il pleuvait. Alors de la pointe, ils ont touché un colis pour voir ce que c'était. Ils affirment que c'était dur, que ça ressemblait à un corps mort. Ils ont pensé donc que c'était ce fameux corps. Et puis, le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils sont partis 10 minutes et quand ils sont revenus sur les lieux pour faire demi-tour, le colis avait comme disparu, comme par magie. Étrange scène d'un couple qui se débarrasse d'un corps. Vous avez retenu, la femme était blonde, l'homme dégarni et la voiture était rouge. Description qui ressemble beaucoup à Christophe et sa femme, sa vraie femme, je vous parle. Hein. Si ce n'est pas le cas, ces deux-là sont foutus. 3 semaines après la disparition d'Anne Caudal, les enquêteurs sont si près du but. Il est donc temps de les placer en garde à vue, l'un dans un bureau et l'autre dans un autre. Ils sont interrogés séparément. Lui, pour le moment, ne bronche pas, il ne parle pas. Il maintient d'ailleurs sa version des faits. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Anne, sa compagne. Elle est interrogée à son tour et les enquêteurs ne sont pas tendres avec elle et lui annoncent que grâce à des témoignages, elle n'était pas à Rennes mais proche d'un étang près de la Saulnière, et là elle se met à trembler comme une feuille morte, mais elle fait la muette. Alors les enquêteurs attendent une réponse, et vite, au bout d'un long moment de silence, face aux enquêteurs, elle éclate en sanglots. Elle dit que c'est de la faute de Christophe, son mari, qu'il s'était engueulé avec Anne Caudal, la jeune femme qui a disparu. Il l'aurait étranglée des deux mains. Et puis, une grande révélation, nous y sommes enfin. Elle les accompagne à l'endroit où ils ont déposé le corps d'Anne. Sophie est embarquée dans la voiture de police. Elle les emmène entre Rennes et leur domicile du château Giraud. Entre deux troncs d'arbres, la trace d'un incendie. Ils s'approchent et voient des ossements humains carbonisés. Ils retrouvent un carnet de chèques au nom d'Anne Caudal. Maintenant, c'est sûr, c'est la jeune femme disparue qui est ici. Elle est réellement décédée. Alors voici ce qu'il a dû se passer. Le soir du 7 juillet, il est avec Anne Caudal et elle lui fait une crise. Elle exige qu'il quitte sa femme, mais il refuse parce
parce que c'est simple, c'est sa femme qui l'entretient. Alors c'est pourquoi il ne peut pas se permettre de la quitter. Là-dessus, une dispute éclate entre eux, ça dégénère en bagarre, il la pousse violemment, elle tombe sur le coin d'une commode qui se trouve là, elle est à même le sol rempli de sang. Quand il se penche vers elle, il se met sur elle, puis l'étrangle pour qu'elle se taise. Il l'étrangle longuement et des deux mains en plus. Puis elle hurle, elle lui demande d'arrêter, elle le supplie, mais il continue de l'étrangler. Il serre, il dit qu'ensuite il reste prostré sur son plumard. Il vient de réaliser ce qu'il vient de se passer et de ce qu'il vient de faire. Il se demande comment faire pour se débarrasser du corps. Comme il s'est blessé, il ne peut pas faire de lui-même. Alors il entraîne sa femme dans ce terrible cauchemar et elle accepte avec des menaces. À minuit, ils vont tous les deux à Bru, ils descendent le corps et le mettent dans la bagnole, puis ils rentrent chez eux, le corps passe la nuit dans le coffre. Le lendemain, ils tentent de s'en débarrasser à l'étang de la Saulnière, mais ils voient bien qu'on les a vus. Alors ils remettent le corps dans la voiture, ils rentrent chez eux et passent la soirée avec leurs enfants. Et le soir, ils repartent et vont déposer le corps à Nouvoitou. Ils vident une jerrycan d'essence sur le corps, ils craquent une allumette. Et voilà.